Tout autour de nous, des boîtes, des bouteilles, des canettes, des tubes, des emballages. Ils sont partout. Dans la chambre, dans la cuisine, la salle de bain, ils nous envahissent jusque dans les poubelles. Mais en fin de compte, d'où viennent-ils tous ces emballages? Comment nous parviennent-ils? Qui les conçoit? Qui les fabrique? Comment et pourquoi? On appelle cela du packaging? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Des millions d'emballages sont produits chaque jour. Leur durée de vie est éphémère. Nous en consommons en moyenne 5 quotidiennement. C'est un renouvellement incessant. Les packagings changent presque tous les ans. Comment s'y retrouver dans tout cet amoncellement d'emballages? S'ils avaient été recensés et conservés depuis toujours, ils serviraient aujourd'hui à retracer notre histoire. Formidable témoin de l'évolution des tendances de consommation de toutes les populations du globe. Ceux qui les réalisent et les conçoivent nous sont inconnus, alors qu'ils débordent d'imagination pour remplir les présentoirs des magasins que nous fréquentons chaque jour. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre pour essayer de comprendre qui ils sont. Benoît Helbrun est sémiologue. Il étudie et décrypte les signes et leur signification dans la vie de tous les jours, et notamment sur les emballages. Nous le retrouvons dans une grande surface où il va se livrer à une analyse des codes du packaging de la grande distribution. Donc le terme packaging a été inventé par les Américains au 19e siècle, à un moment où s'est développé le libre-service. Il est très important de comprendre les liens qui existent entre l'économie du packaging et l'essor du libre-service. Puisque dans une économie traditionnelle, qui est caractérisée par des commerces de proximité, la figure du vendeur est importante et c'est le vendeur qui va servir d'interface entre des produits très souvent indifférenciés qui ne sont pas emballés puisqu'ils sont vendus en vrac et des clients qui viennent chercher des produits et non pas des marques. Le packaging est très important puisqu'il va permettre d'identifier un produit dont on a fait auparavant la publicité à la télévision, puisqu'il faut comprendre que l'essor du packaging au milieu du 19e siècle aux États-Unis est concomitant de l'essor de la publicité à la radio et dans les magazines. Donc le packaging permet d'identifier la marque et permet également de faciliter la mémorisation du nom de marque. Donc c'est un dispositif de médiation très important dans la relation entre l'industriel et le consommateur. On a souvent appelé le packaging un vendeur silencieux, puisque le packaging a été inventé pour se substituer au vendeur et créer une interface factice entre le produit et le consommateur. Au 19e siècle vont se développer les marques qui existaient déjà mais qui deviennent de plus en plus importantes dans cette économie du libre-service. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparaît à la même époque le personnage de marque. Puisque le personnage de marque, finalement, va se substituer au vendeur pour recréer un simulacre d'interaction humaine avec le client. Voilà. Donc on voit un exemple ici avec Quickie qui n'existe pas depuis le 19e siècle, mais les premiers personnages type le maïs du géant vert par exemple datent du 19e siècle. On s'aperçoit dans la plupart des rayons qu'il y a une opposition entre les marques qui vont jouer les codes et les conventions du marché, par exemple le noir pour le café ou le marron, et les marques qui vont jouer leurs propres codes, par exemple cette marque qui utilise le gris, et qui utilise aussi une forme cylindrique, ou de façon plus originale, cette marque qui va inverser la convention du marché en utilisant du blanc, qui justement ne permet pas de montrer l'intensité aromatique du produit. Alors c'est très original, c'est très risqué, mais on est essentiellement dans l'inversion de la convention, donc pour moi on reste quand même dépendant de la convention finalement.